protection. Bienvenue à l'Iron Café, l'émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. À quoi doit-on s'attendre pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo ? Quelles sont les chances de médailles côté français et quels sont les coulisses et secrets de cette édition ? Une émission garantie sans tabou, c'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons en première partie d'émission nous intéresser aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Une édition absolument atypique, crise sanitaire oblige. Va-t-on avoir des records du monde ? Quelles sont les chances ? Quels sont les favoris côté français ? Et quels sont les scandales de cette édition 2020 ? Parce qu'il faut dire 2020, je crois. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons retrouver Manu du site OneRun qui va nous proposer une sélection d'articles spécial grand championnat de la marque à la veille, de la marque à la virgule Nike, pour ne pas le citer. Et pour débuter tout ça, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés 3 spécialistes et passionnés d'athlétisme. La première est une athlète olympique lyonnaise spécialisée du 400 mètres et médaillée d'or au championnat d'Europe de Zurich sur la discipline du 4x400. Il s'agit d'Estelle Perrossier. Estelle, merci de t'être déplacée jusqu'au studio de la House of Running d'Iron.fr. Comment vas-tu ? Bonjour à tous, je vais très très bien, merci de votre accueil et je suis ravie de pouvoir aujourd'hui avoir une discussion sur les JO, les prochains JO de Tokyo qui vont être effectivement une édition totalement atypique. Et notre second invité apprécie tout autant le bon vin que les sorties longues. Il est originaire de la Nouvelle-Aquitaine et détient un record de 2h12 sur marathon. Et il compte à son actif plusieurs sélections en équipe de France. Johan Durand, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment ça va toi ? Toi aussi, tu as fait bon voyage ? Bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Ouais, pareil, excité à l'idée de pouvoir débattre de ces Jeux Olympiques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que le débat va être animé, j'espère. Ah, j'ai aucun doute sur ça. Et enfin, notre dernier invité est prêt à enchaîner 10 nuits blanches d'affilée pour suivre les épreuves des Jeux, peu importe le décalage horaire, c'est pas un problème pour lui puisque cet homme est un peu bionique, on sait pas trop s'il est humain ou machine. Il s'agit de Frédéric Bellouz, entraîneur du groupe élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va toi ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Estelle, bonjour Johan, bonjour Guillaume. Écoute, ça va très bien et ravi finalement de pouvoir avoir cet échange car s'il y a beaucoup de choses à dire, si on a cet échange, c'est déjà que les JO vont avoir lieu et il y a 6 mois, c'était pas encore donné. Donc voilà, ravi qu'on puisse quand même avoir ce spectacle dans des conditions très particulières, on va y revenir. C'est exact, il faut voir le côté positif des choses. On est très chanceux d'avoir les Jeux Olympiques cette année. Pour toutes celles et ceux qui nous suivent sur Twitch, eh bien, je vous propose, en dernière partie, on va jouer à un petit jeu, ça s'appelle le vrai du faux. Pour toutes celles et ceux qui veulent participer et tenter de gagner un chèque cadeau de 50 € sur le site iron.fr, eh bien, il suffit de mettre sur le chat jouer et on va sélectionner 3 candidats parmi vous et vous serez représentés par un de nos 3 invités. Donc, on vous dit à tout à l'heure pour le jeu. Nous y sommes enfin, après des mois et des mois d'incertitude, un report d'1 an et des milliards d'euros dépensés pour organiser les Jeux Olympiques de Tokyo. Eh bien, oui, ils auront bien lieu du 23 juillet au dimanche 8 août prochain. Une édition qui s'annonce effectivement, on l'a dit, on l'a répété, assez atypique. Mais est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu tout ça, les conditions de l'organisation et le contexte, Fred, pour ces JO de Tokyo ? Alors déjà, t'en parlais en introduction, on est en 2021 et ça sera les JO de Tokyo 2020 puisque l'édition était prévue l'année dernière comme tout le monde le sait et que le nom de l'événement a gardé la date initialement prévue. Donc faut quand même s'y faire, c'est un peu comme l'Euro de foot. L'Euro de foot c'était pareil, ouais. Voilà, exactement. Donc on est sur la même dynamique. Alors le premier élément qui est marquant et spécifique de ces JO, c'est que ça va être les JO les plus chers de l'histoire, en tout cas les JO d'été les plus chers puisque l'addition globale s'élève à 15,5 milliards d'euros. Savoir que pour Londres, ce qui était déjà à l'époque les JO les plus chers, Londres 2012 c'est 12,2 milliards. Mais dans l'absolu, ce ne sont pas les JO les plus chers, parce que les plus chers sont les JO d'hiver de Sochi en 2014, avec 17,9 milliards d'euros qui avaient été dépensés. Donc,
Voilà, c'est déjà une édition très particulière sur ce sujet-là. C'est particulier, puis dans le sens où 80% des Japonais, du coup, étaient quand même opposés sur un sondage du mois dernier à la tenue de ces JO. Donc c'est vrai que quand tu vois l'addition plus le peuple sur place qui est un petit peu contre, c'est vraiment particulier. Hein. Alors justement, tu parles, Johan, de la réaction locale, en tout cas des Japonais qui sont encore très majoritairement opposés à cet événement. C'est que cet événement se tiendra dans le cadre de la pandémie qu'on vit depuis 1 an et demi maintenant, avec encore une nouvelle vague. Alors, je ne sais pas c'est la combien, on dit 4e, mais peut-être il y en a qui sont passés à la trappe. Et du coup, des conditions très particulières pour les 18 000 athlètes, puisque on le sait évidemment, les JO, c'est pas simplement l'athlétisme, et au total, il y aura 18 000 sportifs qui seront concernés par cet événement, qui du coup devront rester répartis dans les 21 tours d'hébergement qui leur ont été prévus, avec des chambres partagées, mais pas d'alcool. Alors, j'ai pas bien compris le rapport entre l'alcool et la pandémie, mais c'est peut-être que l'alcool désinhibant, ouais, on veut éviter, voilà, on veut éviter les rapprochements. Johan a l'air de savoir de quoi tu parles. C'est pour ça que je ne suis pas au JO. C'est uniquement quand j'ai lu cet alinéa-là, j'ai dit les gars, c'est sans moi. Ils l'ont interdit également pour les accompagnateurs dans les rues, fermeture des restaurants à 20h. Il y a vraiment des restrictions énormes, puisque là, ils arrivent dans une énorme vague depuis cette semaine. En fait, ils rentrent vraiment dans une bulle. Donc, à côté du fait d'être dans ces tours, dans des chambres quasiment cloisonnées, et l'interdiction d'alcool, même à titre personnel et individuel, port du masque obligatoire et test PCR quotidien. Tous les jours. Quotidien. Donc ça, voilà, il va falloir s'y faire. Surtout qu'on arrive un peu en avance si on a une épreuve qui est un peu tard dans le calendrier. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Parallèlement, il va y avoir un huis clos qui va être imposé à tous les athlètes, c'est-à-dire qu'ils n'auront droit à aucun contact extérieur, soit avec la population locale ou même des proches. De toute façon, ces proches ne pourront pas venir puisque l'état d'urgence a été déclaré sur Tokyo et donc personne ne pourra assister aux événements qui ont lieu à Tokyo. Sur certains événements qui ont lieu en dehors de l'agglomération de Tokyo, il y aura quelques spectateurs, mais vraiment triés sur le volet de manière très sélective. Et on reviendra concernant le marathon et l'absence de public sur le parcours. Donc vraiment, tout a été prévu. Il y aura même une tente dite fièvre sur les différents sites de compétition au cas où quelqu'un déclare des symptômes durant une compétition, durant un concours ou durant, pas une course, mais peut-être à l'échauffement d'une course pour l'athlétisme. Et du coup, c'est certainement là l'élément le plus marquant, on en parlait, c'est l'absence de spectateurs, parce que souvent, les JO, c'est considéré comme une fête internationale. Il y a évidemment les personnes du pays qui accueillent, du pays hôte, qui sont présents, mais aussi énormément de spectateurs qui viennent du monde entier. Et là, c'est vraiment des JO sous bulle et des JO qui seront uniquement finalement regardables. Sans spectateurs et sans ses coachs, etc. Ouais. Et ça, je trouve que pour les athlètes, c'est quand même difficile d'aller performer sans avoir le regard et la personne ou les personnes qui permettent aux athlètes d'être bien, de se sentir bien, avec qui ils ont travaillé toute l'année. Le fait de ne pas pouvoir accompagner les athlètes sans coach, c'est difficile. On a ces petites habitudes, ces petits rituels en compétition, etc. Il faut être très autonome. Peut-être que pour les jeunes, ça va être plus difficile d'être non accompagné. C'est encore une question ouverte pour ces Jeux de Tokyo. Merci en tout cas Fred pour ce petit récapitulatif des événements et des conditions dans lesquelles va avoir lieu les JO. Et du coup, on peut se poser la question de l'intérêt d'avoir maintenu ces Jeux Olympiques-là au vu des restrictions. Alors c'est vrai, Johan t'en parlait, la population japonaise, elle est majoritairement opposée. 70%, je crois, des Japonais sur le dernier sondage, ils sont opposés. Mais la France n'a pas vraiment non plus la fièvre olympique. Parce qu'il y a un sondage qui a été réalisé par Ipsos. 58% des Français estiment que c'est un peu une bêtise de maintenir l'organisation des Jeux Olympiques. Et plus inquiétant, seulement 23% d'entre eux se disent intéressés par les Jeux de Tokyo, ce qui pourrait prédire quand même des audiences pour la télé assez basses, voire même historiquement basses. Johan, Estelle, pensez-vous que cette édition saura quand même séduire le public, un peu à l'image de l'Euro? C'est vrai qu'il y avait pas mal de réticences et puis on a vu quand ça a démarré, finalement on a un peu oublié, on a mis entre parenthèses la crise sanitaire et puis l'audience a été excellente, la manifestation a très bien fonctionné. Donc est-ce qu'on va quand même se dire, allez, dès que ça va être lancé, les gens vont se prendre un peu au jeu et il n'y aura pas trop de
d'aminosité autour de ça. Toi, Estelle, tu étais au meeting de Monaco, je crois, récemment. J'imagine que vous en avez parlé. C'est quoi un peu l'état d'esprit des athlètes en ce moment en coulisses? C'est vrai que pour avoir été en conférence de presse du coup à Monaco, les athlètes sont tout de même très motivés par le fait que les Jeux soient maintenus parce qu'ils ont déjà été annulés en 2020, parce que ils s'entraînent en tout cas eux depuis des années pour cette échéance qui est le Graal pour tout athlète. Et par exemple, pour citer un Kevin Mayer à la conférence de presse de Monaco, lui disait mais même sans public, moi ce que je veux c'est ramener ma médaille. Je me suis pas entraîné pour rien, je m'entraîne dur. Justement, j'ai privilégié l'entraînement depuis un an. Je fais pas beaucoup de compétitions. Je suis impatient et je veux faire ces Jeux. Alors ça c'est le témoignage de Kevin Mayer, mais voilà. Après, je pense que les athlètes eux seront toujours motivés. De toute façon, en général, c'est une motivation intrinsèque, comme on appelle ça dans le jargon sportif. Après, effectivement, pour les spectateurs, quand on n'est pas présent, je pense que c'est difficile. Mais bon, voilà, les familles vont s'adapter. Les familles, on peut parler par les réseaux, mais bon, apparemment, il y a une communication qui va être un petit peu compliquée aussi au Japon. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, ce sera peut-être plus difficile pour le public, notamment français, de suivre. Déjà, il y a le décalage horaire en plus, et effectivement, vu qu'il y a moins d'engouement, on ne sait pas. Fred l'a dit, absence de public, règles sanitaires strictes. Avec de telles conditions, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir assister à des courses avec un gros niveau de performance, peut-être avec des records du monde? Parce que moi, j'ai en tête la finale du 100 mètres, vous savez, dès qu'il remarque le silence dans le stade de 60 000 personnes, et puis dès qu'il y a le go, le cri, cette foule en délire. Et puis c'est vrai que ça doit pousser les athlètes à se transcender, à se dépasser. Là, est-ce qu'on va avoir des performances élevées? Je sais pas. Est-ce qu'on va pas plutôt assister à des courses tactiques, en tout cas sur le demi-fond assez ennuyeuses? À votre avis, est-ce qu'on a des chances de voir des records tomber? Moi, je pense que les athlètes sont quand même demandeurs de performance et arrivent motivés comme jamais. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi qu'ils vivent un petit peu avec ces Jeux Olympiques en ligne de mire, qui se sont préparés. Alors, il y a eu des moments de doute. À un moment donné, on savait pas si les Jeux auront lieu quand même ou pas. Mais du coup, les athlètes ont vraiment préparé spécifiquement chez ces Jeux Olympiques, et il y a un surcroît de motivation, je pense, qui peut être intéressant. Et puis on l'a vu, les perfs pour l'instant en meeting de pré-saison, elles sont quand même assez bonnes. On a des records qui tombent assez régulièrement, que ça soit sur 400 haies. Moi je pense qu'il peut y avoir des perfs, et après c'est vrai que le problème c'est au moment de se transcender sur certaines courses. Peut-être qu'il y a des athlètes qui ont besoin de ce public, qui ont besoin de cette stimulation, et le fait d'être à huis clos, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour après eux. Dans le sport en général, on a vu des performances incroyables à Roland-Garros, sur le Tour de France, au football, on a vu des attaquants défendre, des défenseurs attaquer, c'était de la folie. Là il y a un niveau de performance dans le sport qui est assez dingue. Fred, tu crois toi que ça va être du spectacle un peu ces JO de Tokyo? Je pense que comme le disait Johan, les athlètes n'attendent que ça, donc ils vont aller à la bagarre. Il y aura inévitablement certaines courses tactiques, mais on l'avait vu à Rio, pourtant il y avait du public, et le 1500 mètres notamment s'est gagné dans un temps qui était abordable par un certain nombre de coureurs, même de niveau régional en France, mais c'était une course tactique, c'est comme ça. Mais ces mêmes Jeux de Rio avaient vu un record du monde sur 10 000 mètres féminins. À savoir que quand même les grands championnats, que ce soit championnat du monde ou JO, sont rarement l'occasion de record du monde. Ça peut arriver, et ça arrive, mais c'est pas forcément le lieu, parce que la course est avant tout tactique, puisque l'idée c'est d'avoir la médaille d'or, c'est de gagner. C'est ça. Après, l'absence de public, on l'a vu l'an dernier lorsque des meetings avaient été montés sur pied pour battre des records du monde, et je pense aux 5000 et 10 000 mètres sur piste, il n'y avait pas de public, et ces records-là ont été battus. Donc à un moment, quand les athlètes sont programmés et entraînés pour, le record il après, est là. c'est vrai que le public, c'est surtout pour le téléspectateur. J'ai l'impression que ça donne aussi un aspect de la compétition un peu ennuyeuse quand il y a pas. Quand on regarde un match de foot, ils mettent un faux fond sonore, parce que sinon c'est hyper ennuyeux. Et c'est vrai que moi, là où je suis inquiet pour ces Jeux Olympiques, c'est avec le décalage horaire, le fait que c'est tôt le matin en France, et il faut que d'entrée de jeu on gagne des médailles pour que le public français adhère, parce que sinon
ça peut être un peu plus délicat, quoi. Justement, en parlant de médailles côté français, il y aura plus de 60 athlètes qui seront représentés dans la délégation d'athlétisme. Parmi eux, des habitués des Jeux Olympiques. Tu citais Kevin Meyer, il y a aussi Johan Diniz, Mélina Robert-Michon, Renaud Lavillenie. Alors, il est blessé, mais je crois que voilà, il est encore annoncé présent. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles, mais vous allez nous le dire. Mais il y a aussi des petits nouveaux qui sont très prometteurs. Je pense notamment à Benjamin Robert, qu'on a reçu dans le podcast Dans la tête d'un coureur, qui là vraiment est en train d'exploser sur 800 mètres. Oui, Gilles Avert, aussi sur 3000 mètres steeple, issu de la génération de Fontainebleau qui commence bien à exploser, ou encore Laura Valette sur le 100 mètres haies qui fera ses débuts aussi, je crois, sur la compétition olympique. À votre avis, est-ce que, alors je m'adresse plutôt, on va s'intéresser au demi-fond avant de parler un peu de sprint. Johan, Fred, est-ce que sur le demi-fond et le fond, est-ce qu'on peut être satisfait de cette délégation, et selon vous, quelles sont nos plus belles chances de médaille? Moi, c'est une délégation jeune, hein. C'est une délégation jeune, que ce soit sur 800 avec Benjamin Robert, Gabriel Tual, ou sur 1500 avec les Mielés et compagnie, Asdin Abs ou Baptiste Michler, même sur le steeple avec Alexis et Louis. Le seul qui a vraiment pour l'instant fait un vrai gros truc intéressant au niveau mondial, c'est Djilali Bedrani, qui a fait 5e à Doha et qui semble monter en puissance et qui peut faire quelque chose. Les autres, j'ai l'impression que c'est des jeunes qui sont là pour s'aguerrir. Je pense qu'il faudra pas trop leur mettre la pression. Il faut pas attendre Monts et Merveilles 2. On sait pas, on peut être surpris, mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils prennent de l'expérience, et ça c'est plus une génération taillée pour dans 3 ans, parce que 3 ans ça arrive vite. C'est une génération 2024. Après, il y a Pierre-Ambroise qui peut toujours faire un truc. Et puis après, on y croit, Pierre-Ambroise Boss. C'est vrai qu'on a vu que c'était un petit peu plus compliqué. C'est compliqué, mais c'est un mec qui a été champion du monde. Donc, on peut pas non plus Vous savez, le propre du champion, c'est de revenir quand on l'attend pas, hein. Il a été champion du monde, il a montré une fois, il peut le refaire, hein. Et Renelle Lamotte, à votre avis, elle a battu son record récemment à Monaco. Pareil, on a l'impression qu'elle a encore... Est-ce que ça peut faire quelque chose, Fred? Toi, je sais que tu apprécies beaucoup le 800 mètres féminin. Ouais, alors est-ce que ça peut... J'ai pas de boule de cristal. Après, on l'a vu à Monaco, elle a battu son record personnel, elle est enfin passée sous les 1,58. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une Française sous les 1,58. Hein. Mais en même temps, comme elle l'a dit elle-même de manière très lucide, elle n'avait pas cette satisfaction-là, parce que malgré ce gros chrono, elle se retrouve 7e de la course. C'est-à-dire que globalement, le niveau mondial a aussi explosé. Et donc, sincèrement, ça serait, à mon avis, un réel exploit si elle arrivait à être sur la boîte. Très honnêtement. Surtout qu'elle garde une mauvaise expérience de ces Jeux de Rio qui l'avait un peu traumatisé, entre guillemets. Elle a eu un passage un peu... donc, est-ce qu'elle peut avoir encore des stigmates de cette compétition? On peut toujours, mais après, le propre d'un champion aussi, c'est d'être là le jour J et de savoir rebondir. Je pense qu'aussi, ça a pu la traumatiser, mais surtout, ça a pu lui servir énormément d'enseignement. Donc, je pense que peut-être ce qui s'est pas bien passé dans ses compétitions internationales précédentes ont évolué. En même temps, depuis Rio, elle a changé de cadre d'entraînement. Elle est partie sur Montpellier, elle a changé d'entraîneur. Il semble que cette année, ça paye, et donc c'est quand même la bonne année pour que ça paye. Mais globalement, je rejoins Johan sur notre plus forte chance de médaille sur le demi-fond. Je pense qu'elle est sur le 3000 steeple avec Djilali Bedrani. À côté, on a des jeunes coureurs très talentueux, mais qui par rapport au top niveau mondial sont encore et l'expérience, un peu décrochés, on est quand même aux Jeux Olympiques, donc ça veut dire que quand tu remets le survêtement équipe de France ou le maillot, c'est pas comme si tu le mettais pour un championnat de France ou un championnat d'Europe, c'est les Jeux Olympiques. Donc toute cette génération là, il faudra pas leur tenir rigueur si jamais ça se passe pas comme on l'espère. Et au contraire qu'ils emmagasinent tout ça pour dans 3 ans, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une génération qui sera mûre dans 3 ans, quoi. Paris 2024, évidemment. 2024. On va dire c'est Kevin Meyer aujourd'hui quand même la plus grande chance aujourd'hui de... Je crois qu'il n'y a pas photo. Je pense qu'il n'y a pas photo sur cette question-là. Pareil, ouais. Estelle, sur le sprint, la délégation elle semble un petit peu plus timide. Selon toi, qui est-ce qu'on doit suivre de près pour cette Olympiade et qui a ses chances de performer? Alors, de toute façon, pour le sprint, je rejoins ce que disait Johan sur le demi-fond. En tout cas, c'est une délégation restreinte quand tu parles de délégation timide. Et effectivement, en plus, c'est que des jeunes encore. Et du coup, je pense que ce sont des jeunes qui seront prêts également
pour Paris 2024. La délégation, elle n'est pas énorme. Après, je pense que voilà, il y a quelques personnes qui peuvent sortir du lot ou sortir leur épingle du jeu. Ça va pas forcément être sur le sprint court parce que sur 200 mètres, on a Jemima Joseph, mais elle est très jeune, elle est loin, elle a plus d'une seconde des meilleures performeuses mondiales de l'année qui se présenteront. Et je pense que là où on peut retrouver un ou deux Français qui peuvent sortir du lot, j'espère un Jimmy Vico qu'on peut retrouver en finale. Pour le moment, il a été en difficulté cette saison avec ses 10-17, mais après ce sera sûrement sur les haies avec William Bellocian qui a réalisé quand même 13-15 et lui rivalise donc avec les meilleures performances mondiales de l'année actuellement. Donc je vois bien un Willem accrocher quelque chose, un Pascal Martino-Lagarde si son état de santé lui permet de revenir. Et après sur 400 mètres haies, c'est une finale, ça va être compliqué. 400 mètres plat, ça va être un petit peu complexe. Donc voilà. Bon, une édition qui quand même s'annonce un petit peu compliquée pour l'équipe de France, même si peut-être c'est aussi la phase d'une transition avec une nouvelle génération. C'est ça. Il y a une nouvelle, mais il faut pas oublier l'ancienne. Et dans l'ancienne, je pense à Johan Diniz, c'est pour la marche, qui est quand même, ça va être ses derniers. Alors il a les couteaux entre les dents. Je pense que voilà, il est déterminé. je pense qu'au kilomètre 0,1, il sera devant. Alors il a promis de pas abandonner. Il a dit cette fois-ci. Non, mais connaissant Johan, je pense que c'est sa dernière course, donc il va être motivé comme jamais et ça passe ou ça casse. On le connaît. Et après c'est Renaud Lavinelli. Il faut jamais. Alors Renaud, il s'était blessé récemment. Il s'est blessé sur un concours. Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter à votre avis? C'est un champion, encore une fois. Renaud, pour le moment, il a pas dit que il abandonnait les jeux. Je pense que c'est quelqu'un qui, encore une fois, est déterminé. Il sait qu'il a sa chance à faire un podium olympique. Donc pour le moment, sa blessure, elle est pas si grave que ça. Il a mis un communiqué de presse juste derrière là-dessus. Donc moi je pense qu'il faut y croire. Un Renault, c'est un vrai phénix, il est toujours revenu de ses cendres. Donc, puis la concurrence, elle est rude. L'expérience. Et puis oui, c'est ça. C'est une machine de guerre, Renault mentalement. Donc, puis là, ce sont des athlètes qui vont au JO pas pour porter la tenue. S'ils y vont, c'est qu'ils sont prêts et c'est pour être dans les premières places. C'est pas pour défiler. Ces les féminines, il y a Mélina Robert-Michon qui est dans ce cas-là, qui va pas non plus pour porter juste le maillot et justement qui aimerait obtenir le plus beau des métaux. C'est vrai qu'elle a peut-être cette frustration-là de ne pas avoir été choisie en tant que porte-drapeau et peut-être qu'elle aura ce surcroît de motivation et d'ambition, quoi. Cette édition, elle est aussi marquée par l'absence de grands noms. Je pense notamment à Christophe Lemaitre, qui, je le rappelle, est quand même encore ancien médaillé olympique en titre. Mayedine Mekissi, Johan Koal. Côté internationaux, pas non plus de JO pour le sprinter Justin Gatlin. Et les fondeurs, Kenissa Bekele, mais aussi Sirmo Farah, absent des Jeux Olympiques. Fred, c'est pas trop triste de voir des Jeux sans ces grands champions? Alors, tout d'abord, par rapport à nos grands champions nationaux, c'est toujours triste de ne pas voir nos champions répondre présent. Après, il faut être honnête, on le sentait venir globalement. C'est pas quelque chose qui s'est fait sur cette dernière année, que ce soit Christophe Lemaitre, Mayedine Mekissi ou Johan Koval. Ça fait quand même 2 petites années, on sent que c'est plus difficile. Après, à titre personnel, étant donné que Yoko est la seule personne que je connaisse personnellement, ça me rend vraiment triste pour lui. Mais Christophe et Mayedine méritaient, sur leur palmarès, méritent évidemment. Mais après, c'est aussi ça le sport. On nous fixe un minimum, on le réalise pas, on peut pas y aller. C'est aussi dur que ça. Et finalement, même qu'on a été un grand champion, on n'y va pas forcément. Donc, ça va peut-être permettre aussi à une nouvelle génération d'émerger, qui aura peut-être gagné à être encadrée par ces athlètes-là, mais on ne peut pas non plus, je pense, faire des passes droits, quel que soit le palmarès d'un athlète. Et je pense qu'eux-mêmes acceptent aussi ça, et je pense que c'est des compétiteurs, donc je ne suis pas sûr qu'ils auraient vécu de manière très bien le fait de juste dire, tu as un historique, donc tu viens quand même. Ils voulaient gagner leur place, ils ont tout fait pour. Ils n'y sont pas arrivés, donc je pense que c'est une période qui n'est pas forcément facile, mais qui fait partie aussi de la vie d'un sportif. Sur les athlètes internationaux que tu as cités, je vais être très honnête, je ne suis pas très triste de ne pas voir Justin Gatlin sur 100 mètres.
Il fait partie sur le côté entertainment. il fait partie du ça. Nico Lemon, c'est pas grave. Je te dis franchement, voilà. Après, pareil, Bekele, il a fait une grosse perf sur marathon il y a 2 ans, mais elle sortait un peu de nulle part. Ouais. Ça a été un peu la surprise. Ça fait quand même quelques années. Un duel sur marathon Kipchoge-Bekele serait eu quand même de la gueule. Ça renvoyait. Après, il aurait fallu que sur le papier. Je pense que voilà, sur le papier, ça fait rêver. Mais après, voilà, le problème de ces têtes d'affiche, c'est qu'à un moment donné, l'athlète, on a aussi besoin de têtes d'affiche et que depuis le départ de Bolt, on en manque un peu. Imaginons que Renault aille pas au jeu, ça nous fait une tête d'affiche en moins. Enfin, voilà, Bekele, Mo Farah, ce sont des têtes d'affiche pour l'athlétisme. Enfin, quand on va dans la rue, je pense que ce sont les sportifs que quelqu'un peut nous citer, mais et qu'ils soient pas là, c'est quand même embêtant. Si tu regardes Bekele, il était déjà pas présent à Rio. Ah non, mais après Bekele, ça a jamais été un. Ouais. Après, Mo Farah, c'est le problème de la transition entre guillemets. Attention, je mets vraiment des guillemets non réussis sur marathon parce qu'il a quand même fait 2h04, mais c'est pas suffisant pour lui permettre de rivaliser avec les tout meilleurs mondiaux. Ça paraît. On aurait aimé vous revoir un Mo Farah. Est-ce qu'il aurait eu ses chances de gagner à ton avis, selon toi, s'il avait participé? Est-ce que vraiment il aurait eu ses chances de gagner? Sur le marathon? Sur le 10 000, je pense pas qu'il aurait fait les deux, mais je pense qu'il aurait fait plutôt le 10 000. Enfin, lui, en tout cas, voulait revenir sur ses pistes. Est-ce qu'il aurait eu une chance? Il a pas réussi le minima, donc je pense qu'il avait pas de chance de réussir. Très honnêtement, là, je pense que c'est le fait, voilà, il a voulu passer sur marathon, c'est tout à son honneur. Il a fait un sacré chrono sur marathon, mais qui est, comme je le disais, pas suffisant pour peut-être viser les premières places internationales. Du coup, il a voulu revenir sur 10 000. Et ça s'est pas passé comme il le souhaitait. Ouais. Je pense qu'il a je pense qu'il est quand même usé de toutes ces années. C'est quand même un mec qui a fait 2 fois le doublé 5000, 10 000 aux Jeux Olympiques. C'est monstrueux. Hein. Ouais, et puis c'est vrai qu'il n'a plus grand chose à prouver, mais c'est vrai que on aurait aimé peut-être un départ un peu moins descendant. Voilà. Ouais. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'une des épreuves les plus mythiques des Jeux Olympiques. Évidemment, je parle du marathon, qui aura lieu lui aussi dans des conditions très très particulières, Fred. Alors oui, parce que déjà, il faut savoir que pour éviter les températures caniculaires et l'humidité extrême de Tokyo en plein mois d'août, le marathon se tiendra dans la ville de Sapporo, qui est une ville située sur l'île montagneuse de Hokkaido, qui se situe à plus de 800 km au nord de la capitale. Et voilà. Là, t'es aux Jeux Olympiques, mais t'y es pas. Hein. C'est triste, déjà, il n'y a pas de spectateurs, t'es même pas dans le village. T'es sur une île du Japon. Tu prends un tsunami avec un peu de chance. T'as pas le village olympique. Et en plus, tu vas avoir un départ de course, va falloir être très matinal, entre 5h30 et 6h, justement pour éviter qu'il fasse aussi trop chaud à Sapporo. Et du coup, comme tu le disais, Johan, pas de public sur tout le long. Alors autant dans un stade, finalement on est en peloton, on est en peloton, même si le peloton s'étire, on est toujours en peloton, on sent qu'il y a du monde sur la piste sur marathon, même dans un marathon olympique, parce que on part pas à 5000, et le peloton sera de 30 à 50 coureurs, on peut vite se retrouver isolé, alors sans public le long du parcours. C'est un moment de solitude. Alors ils nous ont pas fait une boucle de 3 km ou 5 km, non, il y a une boucle de 12 et après 3 fois une boucle de 10. Et le parcours, il y a une bosse au début et après c'est relativement plat quand même. Bon, Fred, Eliud Kipchoge va tenter de défendre son titre. Face à lui, il va devoir quand même battre une armada de Kenyans qui sont prêts à en découdre avec lui. Alors il y a Shura Kitatata, il y a aussi des Cisa, je crois, qui font partie de la sélection éthiopienne. On a vu Kipchoge quand même qui est pas invincible sur marathon. On l'a vu à Londres, qui a eu des moments un petit peu de moins bien. Est-ce que tu penses qu'il est intouchable pour ces Jeux Olympiques, toi qui va regarder ça de près et qui est un passionné de cette distance? Alors la dernière fois que j'ai donné un prono, c'était justement pour le marathon de Londres et j'étais un peu passé au travers du chrono. J'ai dit qu'il battrait Bekele, ce qui est pas totalement faux. T'as pas pris de risque, Non, c'était avant de le savoir. Non, plus sérieusement, oui, il a eu un trou à Londres. Après, Kipchoge, quand il a un trou, il finit en 2h04. Ouais. C'est ce qui remet un peu les pendules à l'heure. Voilà. Ouais, mais sur des courses avec des liefs bien particuliers, là, on va être sur des courses tactiques. C'est pas du tout les formats de course auxquels il est habitué. Hein. Après, je pense que quoi qu'il arrive, ça reste l'ultra favori de ce marathon. Je veux dire, il domine depuis plus de 5 ans la distance. Il a eu un coup de mou, comme je te disais, qui est un coup de mou, somme toute, relatif. Je pense qu'il a tiré les enseignements, puisque derrière il a refait un marathon et je pense qu'il a montré un peu qui était le patron à cette occasion-là, parce que c'était en Hollande sur un aéroport. Mais pas non plus les chronos, ses meilleurs chronos, quoi. Pas non plus ses meilleurs chronos. Ouais, mais là, il est en année olympique. Ouais, c'est en année olympique et ça arrive vite. Le marathon, c'est début août, donc je pense que la saison
Je pense qu'il a vraiment tablé son objectif pour être prêt ce jour-là, quoi. Côté tricolore, la délégation française sur marathon sera composée chez les hommes de Morad Amdouni, qui détient un record de 2h09, Hassan Chadi, 2h09,55 aussi sur marathon. Un nouveau dans l'équipe de France, Nicolas Navarro, en 2h10. Benjamin Choquer aussi en guise de remplaçant. Côté féminin, la France sera représentée uniquement via une seule athlète, mais pas des moindres, Suzanne Kipsang Jepto, avec un record de 2h28 sur marathon. Alors, cette sélection a fait aussi un peu débat, notamment en raison du choix de la Fédération française d'athlétisme de maintenir la liste initiale de 2020 et d'organiser simplement une séance test sur 30 km. Je sais pas si ça a été avec les tracés Strava, mais c'est vrai que ça fait un peu sourire. Johan, est-ce que tu penses que maintenir cette liste et organiser cette sélection dans ces conditions-là, ça a été la meilleure chose à faire, quitte peut-être à se passer d'athlètes qui sont plus compétitifs actuellement? Je pense notamment à Mehdi Frère, qui a quand même réalisé 2h08 en décembre dernier. J'ai l'impression que c'est plus d'un point de vue administratif qu'ils étaient bloqués que... On voulait pas s'emmerder, quoi. C'est même pas ça, c'est qu'ils avaient déjà été sélectionnés, voilà, ils avaient été validés par le CNOSF. Voilà. Ils avaient reçu leur convocation officielle par le CNOSF parce que c'était prévu. Et du coup, étant donné que ça reste, c'est un peu ce qu'on disait, les Jeux de Tokyo 2020, cette sélection reste valable. Et du coup, la Fédé aurait pu décider de repartir à zéro, mais là, il y avait un risque juridique parce que certains athlètes auraient pu faire valoir, moi j'ai ma convocation pour Tokyo 2020. Et donc, ça se serait réglé devant les tribunaux au moment où on parle d'une sélection olympique. Parce qu'après, c'est vrai que sur le papier, sinon, Mehdi Frère aurait clairement pu prétendre après son chrono de Valence. Sur marathon, c'est délicat. Hein. Sur marathon, je pense que la meilleure solution, c'est de faire des trials un peu à l'américaine. On aurait dit, tiens, les trois premiers du marathon de Valence en décembre, c'est parfait, c'est 8 mois avant les Jeux. Vous êtes automatiquement qualifié. Et pourquoi on fait pas ça? C'est vrai que en plus, on le sait, les courses sur marathon sont quand même très tellement tactiques, différentes suivant les parcours, la météo du jour. Et puis ce serait sympa même pour le marathon français, ça ferait un peu de spectacle, ça créerait de l'engouement. Tu mets les 8 meilleurs Français sur le même marathon et puis après c'est chacun pour soi. Hein. Moi, je suis assez adepte du modèle trials à l'américaine. Sur toutes les distances. Moi, sur en plus, il n'y a pas de discussion possible au moins derrière. Il n'y a pas de discussion, mais imagine un Kevin Mayer qui mord à la planche 3 fois. On a la capacité, on a le réservoir d'athlètes pour dire. Des fois, il y a des repêchages. On l'a vu déjà dans des sélections kenyanes. Il y a des repêchages. En Angleterre aussi, il y a eu des. Moi c'est un principe parce que je me dis il faut être prêt le jour J, mais après effectivement comme tu dis on prend des gros risques, on n'a pas un réservoir. Parce qu'on n'a pas un réservoir de fou. On n'a pas un gros réservoir effectivement, c'est le bémol. Comparé aux Américains. Et le problème du marathon, moi je reviens, même si on avait dit finalement cette année, vu que ça n'a pas eu lieu cet été, le marathon des JO, on refait une sélection à Valence début décembre. Les athlètes qui ont reçu leur convocation auraient pu faire valoir devant la justice sportive et après par la suite si nécessaire qu'en fait ils étaient convoqués, qu'il n'y avait pas d'autres sélections à avoir et ils auraient aussi pu dire finalement à un moment si ces athlètes, ce qui aurait pu être leur discours, je ne dis pas qu'ils l'ont dit, si ces athlètes voulaient vraiment participer à Tokyo sur le marathon, ils auraient dû faire leur minima avant la date prévue et sur le premier créneau de sélection. Ce qui aurait pu être leur défense, je ne sais pas du tout. Après, le problème, c'est l'imbroglio du 30 km que chacun a couru dans son coin le jour où il voulait. C'était même pas de la confrontation, c'était juste histoire de prouver que tu peux tenir. C'était symbolique, là. C'était même un peu du foutage de gueule. Clairement, j'ai pas compris la fédération là-dessus. Soit elle fait confiance aux athlètes, machin. Là, elle leur demande de courir à telle allure avec des lièvres en vélo, avec qui tu veux, le jour où tu veux. Tu sais que pour la sélection pour les championnats du monde de relais, ça a été pareil pour les coureuses de 400. Chacune a couru dans son coin. Tu avais 8 jours pour le faire. Donc si tu prenais le jour où il fait beau et l'autre qui pouvait pas, et quand il fait moche, du coup, tu n'avais pas du tout le même résultat. Tu devais envoyer une vidéo filmée et comme ça, tu étais sélectionné. Ah, c'était chronométré manuellement. Et c'était chronométré manuellement par qui tu voulais. Non, par qui tu voulais. Mais il fallait envoyer. Merci. Il y a quand même parce qu'il y a quand même des enjeux importants pour les partenaires, pour les sponsors. Quand on va au JO, quand on est dans des grands championnats, on a des contrats plus importants. Ça fait réagir en tout cas sur le chat. On a Cédric qui s'offusque de pas avoir Mehdi Frère notamment sur marathon. C'est vrai que le public ne comprend pas forcément. Parallèlement, on dit que moi je dis que les athlètes auraient pu faire valoir mais les athlètes non sélectionnés qui auraient pu on les a. Mehdi Frère s'est exprimé sur certains sujets, mais ne sont pas non plus forcément montés. On peut le comprendre aussi que monter au créneau contre la FFA, ils prennent des risques. Mais voilà, en même temps,
tout le monde, toutes les personnes concernées Après, s'en sont le problème du marathon, c'est ça, c'est que les minima avaient été pour 2020 étaient sortis, la sélection était sortie, et c'est juste parce qu'il y a eu l'épidémie on aurait pu rabattre des cartes, mais voilà, les trois qui avaient fait les vrais minima pour 2020, c'est ceux qu'on va retrouver là. Et la délégation française, une seule femme sur marathon féminin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même dans les courses de fond féminines en France ? Franchement, c'est un peu tristoun, quoi. Et puis, autant on parlait de la sélection française sur ces JO, notamment sur le demi-fond, chez les hommes qui est plutôt bien, qui est plutôt rajeuni. Chez les femmes, ça reste un peu le désert. On en avait parlé avec Christelle Donnel lorsqu'on l'avait interviewée sur le pourquoi finalement, est-ce qu'il y a un renouveau, notamment sur le marathon français masculin, et on voit que sur le marathon féminin, ça suit pas. Il y a eu un début de relève il y a quelques années, mais on sait comment l'histoire s'est finie, donc on attend la suite. Je pense que c'est multifactoriel et que peut-être l'investissement et là je pense qu'on repart sans en faire un sujet sociétal, on repart aussi sur peut-être la place de la femme, et la possibilité qu'elle a de bien pouvoir, et notamment sur marathon, parce que Johan en témoignera, une préparation marathon c'est quand même très exigeant, ça demande un certain nombre, je ne vais pas dire de sacrifice parce que ça fait genre on se sacrifie machin, mais en tout cas d'implication pleine et entière. Et très honnêtement, il n'y a pas que dans la course que c'est le cas. Les femmes, du fait de leur place dans la société, sont peut-être un peu discriminées sur ce côté-là. Et après, est-ce qu'il n'y a pas des manques de dynamique ? Parce que là, il n'y a pas que le marathon qui est touché. Ah non, mais le sprint, c'est pareil. Regarde la délégation du sprint français. T'as 3 hommes sur le 1500, il y en a 0 chez les femmes. T'as 3 hommes sur le steep, t'en as 0 chez les femmes. T'as un homme sur le 10 000, t'en as 0. T'as 2 hommes sur le 5000, il y en a 0. Il y a un vrai problème. Mais alors après, voilà, par contre, il y a une génération, là, on l'a vu avec les Europes Espoirs. Il y a des filles qui ont performé en demi-fond. Et il y a peut-être une génération, là, qui commence à avoir 20, 23 ans. Parce que c'est vrai que, à part Liv Westphal, c'est quand même un petit peu le désert chez les femmes, et peut-être qu'il faut vite accompagner cette génération qui monte là, avec des Claire Palou, des choses comme ça, pour vraiment les aider, parce que 3 ans, on le disait tout à l'heure, ça arrive vite, ouais. Et si on veut pas passer au travers dans 3 ans et avoir personne sur beaucoup de distance, il y a un vrai truc à mettre en place à la fédération. On a eu Manon aussi qui a fait récemment sur son hauteur, qui a fait récemment polémique justement, puisque non sélectionnée parce qu'elle a fait le choix de pouvoir avoir un enfant. La perche, pardon. Ninon Guillaume-Romain. Ninon, qui a eu. C'est vrai que c'est. Ouais, c'est délicat. C'est délicat, ça fait. Ouais, c'est délicat pour Ninon. Elle avait fait effectivement les minima avant le Covid et avant sa grossesse. Enfin, c'est ce qui est expliqué. Ninon, du coup, durant la période de Covid, du coup, est tombée enceinte et a accouché de son petit. Et effectivement, la Fédé lui avait dit, bien sûr, on te soutient dans le projet, que ce soit tous les accompagnateurs, le département, etc. Et elle a dit ok, comme ça je peux faire mon projet de devenir maman. Et du coup elle avait tablé qu'elle reviendrait pile pour les Jeux. Mais effectivement Ninon s'est alignée sur le meeting de Cergy-Pontoise et aux élites, et effectivement est loin du niveau du coup normalement requis pour les Jeux Olympiques, et n'est plus du coup à son niveau de 2019-2020. Et effectivement la fédération l'a rappelé juste après les élites pour lui dire non, finalement on ne te prend pas. On peut comprendre, mais c'est vrai que c'est un peu on peut comprendre la déception de Ninon, même si il faut un niveau de performance, mais quand même symboliquement aussi ils reviennent sur une promesse. Exactement. Et symboliquement ça n'envoie pas des messages très positifs quand même. Complètement, ouais. Mais la problématique, je pense, sur entre guillemets les femmes, moi là je veux vraiment parler du demi-fond, c'est que la question, c'est difficile sans avoir tous les tenants et les aboutissants de savoir pourquoi on est dans cette situation. Est-ce qu'on a un réservoir qui est insuffisant ? Et si oui, pourquoi il est insuffisant ? Est-ce que déjà sur les cadets juniors, on n'en a pas assez pour pouvoir se constituer ce réservoir et finalement avoir tous ces athlètes ? Ou est-ce que c'est parce qu'à un moment, arrivé à Junior Espoir, un certain nombre de ces athlètes décrochent, vont faire autre chose, et vu qu'on a un réservoir qui est moins important, du coup on se retrouve avec plus rien, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour continuer à les accompagner ? On a eu récemment un cas un peu, alors je ne vais pas dire emblématique, mais d'une situation d'une athlète qui pouvait
concourir pour la France, en tout cas qui pouvait prétendre, Sarah Ben-Fares du CA Montreuil, et qui a choisi visiblement, alors je dis visiblement parce que c'est pareil, je suis pas dans toutes les discussions, mais a choisi la nationalité de sa maman parce qu'en fait elle s'estimait pas suffisamment accompagnée par la Fédé. Donc c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que vraiment c'est une vraie question? Mais je me rappelle la discussion avec Christelle par rapport au marathon. Elle disait c'est une chose de dire, parce que elle disait, moi j'entends beaucoup de femmes qui disent je vais monter sur marathon. Elle dit c'est une chose de le dire, c'est autre chose de le faire et de le faire vraiment, parce qu'on a des grandes championnes. Et je vais parler de quelqu'un que connaît bien, Johan, Sophie Duarte, qui avait tenté de monter sur marathon, et même qu'on a été une grande championne sur 10 000, championne d'Europe de cross, c'est pas rien. Le marathon, c'est un passage, c'est un vrai gap, c'est un vrai gap, et c'est pas forcément, même si on a été performant sur 10, sur semi, c'est pas forcément aussi simple que ça. Comme Mofara. Voilà. C'est ça. À l'image de Mofara, effectivement. Alors, autre sujet qui fait débat, c'est le choix de Morad Amdouni de participer à 2 épreuves, le 10 000 mètres et le marathon. Un choix qui peut surprendre pas mal d'observateurs, notamment en raison de la fatigue qui peut s'accumuler en participant à 2 compétitions, mais encore plus avec les conditions climatiques qu'on va avoir au Japon qui vont être quand même assez rudes, et le voyage entre Tokyo et la ville de Sapporo, où aura lieu le marathon. Il y a quand même 800 km, Fred le disait tout à l'heure, donc on imagine bien que ça va engendrer beaucoup de fatigue, d'autant plus que Morad Amdouni a traversé une période assez compliquée quand même, parce que soupçonné de dopage à la suite d'un reportage d'investigation de la chaîne télévision allemande ARD, puis lâché par son entraîneur et par son agent, on imagine que ça a quand même dû une saison compliquée pour lui, il a dû laisser quand même un petit peu d'influx nerveux dans tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux pour Morad de s'aligner sur ces 2 compétitions-là? Moi je pense que c'est une erreur. Moi je pense vraiment que c'est une erreur, qu'il aurait dû se concentrer soit sur le marathon ou sur le 10 000. Parce que c'est pas, voilà, il y a qui c'est qui peut le faire, ça c'est Sifan Hassan ou peut-être Kipchoge ou Galen Rupp, et Morad il est quand même un peu en dessous de malgré tout le respect que j'ai pour lui, en dessous de ses athlètes, et que là en quelque sorte Est-ce que c'est pas un peu de provocation? Moi, je l'ai pris comme ça, un peu comme une provocation, un pied de nez pour dire vous avez vu de quoi je suis capable et sortir un peu les biceps. C'est une interprétation personnelle, mais moi je l'ai vu un peu comme ça. Il aurait dû se concentrer sur le 10 000 et laisser sa place pour le marathon, parce que alors aujourd'hui, les chaussures permettent de récupérer plus vite, on le sait bien. Il y a cet impact-là qu'il faut prendre en compte, mais interdit sur la piste. Oui, pour le 10 000, il y a les pointes. T'en penses quoi, toi, Fred? Est-ce que tu aurais conseillé à tes athlètes de faire ça? Alors, très honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question. Mais déjà, pour replacer un peu historiquement, les doublés, c'est pas si rare que ça dans le cadre des JO. Il y a même eu des triplés. Il y a une fois, alors ça c'est en 1952, le triplé historique de Zatopek sur 5 000, 10 000 marathons. C'était une autre époque. Mais c'était une autre époque, ça on est bien d'accord. Les doublés aux JO. T'as eu 1500, 5000 par Elgué Rouge, t'as eu 5000, 10 000 par Bekele et Mofara 2 fois de suite. Là, on apprend que Sifan Hassan va tripler 1500, 5000, 10 000. Alors, effectivement, comme le dit Johan, je pense que la difficulté vient en tout cas, le questionnement vient de doubler 10 000 et marathon. Galen Rupp l'a fait au JO de Rio, 5e sur 10 000. Et McLoufie aussi, un doublé. Mais 800, 1500 ou 100, 200, mais là, c'est 10 000 marathons, et surtout que peut-être sur 10 000 il aurait peut-être pu. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce que vous pensez pas? Il peut aussi dire c'était un peu un petit coup de bluff, et aux dernières minutes dire j'y vais pas. Non, après moi je connais Morad et je pense que dans sa tête il est vraiment focus pour vraiment prouver que s'il veut faire ça, c'est vraiment pas pour embêter la Fédé, et je pense que c'est parce qu'il se voit capable de le faire, donc je lui souhaite, mais c'est trop pour moi. Moi, par rapport à ce que tu dis, Guillaume, je sais pas si c'est pour bomber le torse, mais peut-être t'as évoqué la situation difficile et compliquée, qui est pas très claire encore non plus, parce que toute cette histoire traîne encore autour de lui, et le fait qu'il double en rajoute un peu aussi de manière très honnête, mais c'est peut-être aussi une manière de dire on a essayé de m'abattre et moi je suis là, bien là. C'est comme ça que je le vois. Et parallèlement, la Fédé, elle avait aussi un moment, même s'il a fait le minima, c'est elle qui établit la liste, et si elle a établi la liste avec le doublé de Morad, c'est qu'elle estime aussi, elle de son côté, elle lui fait suffisamment confiance pour dire effectivement on va tout mettre en place pour que la récup soit adaptée et tout. Partant de là, il a gagné sa place. Moi j'ai lu des commentaires que j'ai trouvé un peu déplacés, et c'est pas évidemment par rapport à Benjamin Choukar, mais qui dit il prend la place. Non, il prend la place à personne. Sa place sur marathon, il l'a gagnée lui-même.
Enfin, voilà, Non, bien sûr. il prend la place à personne. Et Mais moi, ça se passe mal, par contre. et moi, par rapport. Oui, Alors moi, oui. tu vois, j'ai un avis différent du Johan, c'est que je me dis, si j'aurais dû lui conseiller une seule distance, j'aurais conseillé C'est le le marathon, marathon. tu vois. Mais Ouais. après, voilà, c'est. Il y a Cédric qui nous dit que sur le chat de Twitch que de toute façon Moran sait qu'il a finalement peu de chances de médaille et donc il veut profiter à fond de ses jeux quoi finalement. Ouais, mais s'il avait fait qu'une distance, je pense que il est pas non plus. Tu sais, un marathon de championnat à 6h du matin par 30 degrés avec la température, ça va faire popcorn pour beaucoup. Hein, je pense qu'il peut y avoir des perfs. On l'a vu, un Anglais qui fait 4 à Doha. Des fois, il y a des perfs d'athlètes qui ont des chronos moindres et dans des conditions un peu particulières. Moi, je pense que c'est justement c'est par rapport aux conditions que je me dis sur un tel marathon. Tout le monde déjà, il y a plus de chances. On l'a vu à Boston il y a 3 ans, lorsque c'est Yamaguchi qui gagne. Normalement, avec son temps, il doit jamais C'est gagner ça. un marathon de ce niveau-là. Et les circonstances Les de météos course font en même temps te ça rebat les permettent. cartes. Ouais. Sur 1500 mètres aussi, sur les courses tactiques, on Ouais. avait vu l'Américain Ah bah, gagner. oui. Saint-Trovitch, ça a été quand même en 3,52, je crois. Ouais, Donc c'était non, quand même mais- improbable. Les cartes sont vraiment rabattues. Hein. Tout Sur est des possible. courses Hein. tactiques, ouais. Outre-Atlantique, on va rester un peu dans les débats, dans les polémiques. Il y a un sujet qui fait assez rage. C'est le contrôle positif, assez insolite d'une sprinteuse, Richardson, qui est privée de Jeux Olympiques à la suite d'un contrôle positif au cannabis. Alors ça fait vraiment polémique aux États-Unis. Vous avez des chanteurs, des rappeurs américains, vous avez des acteurs, vous Il y a- avez même il y a le Joe président Biden, ouais. Joe Biden qui a rallié sa cause et ça a déclenché même une hostilité de l'opinion publique contre les instances de dopage, de lutte antidopage américains qui sont jugées trop sévères. Estelle, en tant qu'athlète de haut niveau et sprinteuse, j'imagine que tu as dû suivre cette affaire de près. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Oui, j'ai suivi du coup de près cette affaire. Après, effectivement, c'est vraiment dommage que cette athlète puisse ne peut pas concourir aux Jeux Olympiques puisqu'elle a gagné les trials et elle a fait une performance exceptionnelle sur 100 mètres. Du coup, déjà, ça laissera le champ libre à d'autres athlètes comme Fraser Price et autres. Après, voilà, les règles de l'antidopage sont les règles de l'antidopage. Voilà, on sait tous que voilà, les cannabinoïdes, c'est pas ce qui fait que ça ne rend pas performant, mais après c'est interdit le THC parce que voilà, c'est une substance illégale dans beaucoup de pays et on reste plus sur le côté médicament que Alors sur dans certains sur le États côté-là. américains, Ouais. c'est Certains légal. Hein. C'est légal, mais par exemple, nous en France, c'est pas légal, donc je pense qu'ils s'alignent sur quelque chose d'international et effectivement, c'est vrai que du coup, je pense qu'aux Mais vous la États-Unis, ça comprenez ? fait Vous êtes polémique. d'accord avec cette décision ? Est-ce que selon vous, elle aurait dû courir, elle aurait dû participer ? Johan, t'en penses quoi C'est toi ? surtout qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a pris 1 mois de suspension et qu'elle pourrait participer au relais et que d'un point de vue éthique, ils ont préféré Ouais. ne pas la sélectionner du tout, même pour les relais. Donc c'est vrai que Mais là, tu il y a- comprends toi la décision ? Ouais, Est-ce que ah non, tu mais moi, trouves que- enfin, quelqu'un qui. Ouais, alors elle a pas triché dans le sens où on l'entend avec un produit vraiment qui va lui permettre de performer, mais on est athlète de haut niveau, on sait ce qu'on doit prendre, on sait qu'on doit pas prendre de cocaïne. Il y a un athlète anglais récemment qui s'est fait prendre. On sait qu'on doit pas prendre de n'importe quelle drogue quoi. Et donc voilà, Toute elle a substance joué qui- toute substance interdite, illicite. Je sais que je dois me localiser sur Adam, c'est que je dois être présent. Ça fait partie du rôle du sportif de haut niveau. Donc C'est être quand t'enfreins les professionnel. règles, eh ben t'es suspendu. C'est un Anglais aussi, effectivement, qui a été, je crois, Dustin, ouais, sur 800 Dustin mètres. sur 800 mètres Qui avait fait une 43. et qui a gagné 2 secondes sur son record aussi cette année. Effectivement. Donc, bon, c'est peut-être la cocaïne, je sais pas, mais moi, ça me surprend quand même. On n'imagine pas, même en termes d'image, en termes de. Il y a quand même une certaine forme d'admiration aussi, d'identification de la part des plus jeunes sur ces athlètes-là. Ouais, ouais. Moi, j'imaginais pas qu'il y a des athlètes, des sprinteuses qui vont fumer des joints ou vont prendre de la cocaïne. On est plutôt aux antipodes de l'image qu'on se fait des athlètes. Toi, Fred, C'est sûr. t'as eu des cas comme ça dans tes groupes d'entraînement. Est-ce que tu penses que cette décision, elle est justifiée ? C'est quoi ton avis ? Alors, moi, je pense que, comme Johan, de ce que j'ai compris de ce que Johan a dit, c'est que les athlètes sont censés connaître la liste des règles. produits. Et en L'idée. plus, là, on parle pas d'un obscur produit qu'on aurait pu zapper sur la liste. Le cannabis, voilà, c'est clair et net. Tu sais que c'est interdit. Tu le fais pas, tout simplement. Alors après, il peut y avoir des discussions. Est-ce que vraiment ça aide à la performance ou pas ? Bon. Le côté relaxant de ce type de prise peut aussi aider à la performance dans un sens, faut pas le nier. Certains avancent, mais là je suis pas spécialiste sur la question, donc mais certains avancent que ça serait aussi produit masquant. Moi j'en sais rien, mais du moment que tu as un produit qui est sur une liste, même si on te mettait le sucre de base sur la liste, à un moment Ouais. l'athlète il doit Bah, se tu dire manges pas le en sucre. tant que Ouais, professionnel et- tu dois pas le prendre. Donc si tu veux, la sanction je la trouve légitime.
Parce que c'est sur une liste qui est officielle et qui est à la connaissance de tous. Donc, et moi, je suis choqué. Joe Biden, qui intervient quand même, c'est le président des États-Unis qui fait pression quoi, sur les instances de dopage. C'est choquant, quoi. Mais parce que derrière, alors après, il y a eu l'histoire qui est sortie. Alors, pareil, je ne veux pas prendre position parce que je ne sais pas si l'histoire qu'a raconté cet athlète est vraie. J'ai du mal à imaginer qu'on invente ça, mais après, on a vu aussi, on a fait une émission sur le dopage, toi et moi, donc on a vu que des fois, c'est un peu rocambolesque. Mais visiblement, c'est parce que c'est une athlète qui a été abandonnée par sa mère biologique, qu'elle n'a jamais voulu voir, que sa mère biologique n'a jamais voulu la voir, et elle a appris la mort de cette mère biologique, quelqu'un lui a annoncé. Donc, toute paniquée, c'était pendant les trials, toute paniquée, elle a eu besoin justement de se relaxer et elle a eu recours à ça. Il y a des médicaments qui existent pour ça, anti-stress, et qui sont pas sous substance dopage. Elle, en tout cas, c'est la raison qu'elle annonce. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté un peu drama qui est touchant et l'histoire humaine, personne ne peut y être insensible. Même moi, je me dis la pauvre, tu vois, mais parallèlement, comme tu dis, à un moment, faut rester professionnel. T'as pas le choix. Mais je pense que c'est pour ça aussi que on se rallie. Après, le rapport à certaines prises de substances aux États-Unis est un peu différent que dans d'autres pays. Bon, donc, voilà. on est d'accord. Sa non-participation pour nous, elle est justifiée. Oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat pour nous. Ok, bon, on a répondu à ça. Johan, on a sur le chat Twitch monsieur Poipois qui nous demande si le mont Balizac est une substance interdite. Il est autorisé, sauf si on prend la voiture. Autre question, allez, on va faire les pronostics. On a, alors, on a Perceval qui nous demande à votre avis quelles sont les chances de médaille. Allez, on fait un petit pronostic. Quelles sont nos chances de médaille 1, 2, 3, 4, 5 côté français athlétisme. Vas-y, Estelle. Nos chances de médaille, on les a un petit peu citées. On espère un Kevin Mayer, un Renaud s'il est rétabli. Pourquoi pas Bélocian qui pourrait faire mais si on devait parier, on parie sur combien? Moi, je dirais, allez, moi je suis quelqu'un de très optimiste. Je vais dire, allez, 4-5 médailles. 4-5 médailles. Toi, Fred, tu vois? Moi, j'allais être sur une fourchette, mais tout compris, c'est-à-dire tout compris, voilà, exactement. Une grosse fourchette. Entre 3, non, entre 0 et 50. Entre 3 et 5. Le Premier ministre, il prend pas de risque. Non, mais je pense qu'entre 3 et 5. La fourchette. Moi, je dis 3. Je me prononce aussi. Et toi, Yann? Moi, je dis 2. D'accord. Bon, écoutez, moi je vous propose allez, c'est le dernier Iron Café de la saison, on va passer un petit jeu. Sur Twitch, vous avez pu vous proposer pour jouer avec nous. Je vais tirer au sort, enfin, nos invités vont tirer au sort un candidat. Donc, sélectionné parmi ceux qui ont voulu jouer sur le chat, et vous allez représenter un de nos auditeurs. Allez, tirer au sort. Estelle commence par, tu nous dis qui tu vas jouer pour qui? Popolor. Toi? Pour Lavenne. Et toi, Fred, tu vas jouer pour? Alors, 74 Nicolas. 74 Nicolas. Alors c'est très simple. Je vous pose je vous annonce un fait olympique et vous me dites si cette anecdote, ce fait est réel ou si au contraire il est complètement fantasmé par mon imagination un peu bizarre peut-être. Une question, Guillaume, c'est le premier qui répond qui a le point? Non, vous dites vrai ou faux, okay, et puis celui qui a là, et puis si éventuellement il y a des ex-aequo, on fera un tirage au sort. Je rappelle qu'il y a un bon d'achat de 50 € du site iron.fr à gagner. Alors, pour la personne qui va, non, vous n'avez pas besoin de ça, vous êtes assez gâtés quand même par vos partenaires. Première question. Vous me dites si c'est vrai ou faux. Aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, le Jamaïcain Usain Bolt révèle avoir mangé 1000 morceaux de poulet frit en l'espace de 10 jours. Est-ce que c'est une information vraie ou fausse selon vous? Vrai. Faux. Moi, je pense que c'est faux. Il avait dit du poulet, mais pas 1000 morceaux de poulet. Eh bien, c'est Fred qui a gagné. Visiblement, Usain Bolt a déclaré dans la presse avoir consommé 1000 morceaux de poulet frit. Et c'est pas le seul à aimer la junk food, parce qu'il faut savoir que dans les villages olympiques, un des sponsors, une célèbre marque américaine de fast-food avec un logo, un M jaune, pour pas le citer, met un restaurant dans le village. Alors à Rio, il était juste à côté, mais accessible depuis le village, où il propose gratuitement et à volonté à tous les athlètes des menus fast-food. Et en 2016, le succès était tel auprès des athlètes qui avaient des queues et c'était la folie qu'ils ont dû limiter à 20 articles par athlète. Donc on a vu la cannabis, la cocaïne, maintenant c'est le fast-food. Bravo à l'athlétisme international.
Autre question. Donc du coup, c'est que Fred qui remporte. Voilà, bah écoute, hein, tu pars sur les starting blocks, Fred. Question numéro 2. Un pack de 40 préservatifs a été remis à chaque athlète participant aux Jeux Olympiques de Rio en 2007. 2016, pardon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'était vrai. Vrai. Non, mais il y en a plus que 40. Hein. Dans le Moi, je dis qu'il y en a plus que 40. Il est dans le welcome bag même. Dans le welcome bag, voilà. C'était Il y en a en vraiment moyenne. que 40. Johan en a eu plus que Ouais, 40, moi aussi, on le connaît bien. j'ai ouvert, j'en ai utilisé 38. Il m'en restait 2 pour l'avion. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai, faux? Toi, tu as dit, Fred? Vrai. Vrai? Ouais, c'est Moi, vrai. je dis que c'est plus que 40. C'est 40? vrai, c'est 40 ou pas? Non, C'est faux, une faux. moyenne, c'est une moyenne. Ah, bah alors vrai, oui. C'est vrai, Ça, je d'accord, sais pour que- 3 vrais. Eh ben écoutez, c'est vrai pour tous les 3. Vous avez gagné. 450 000 préservatifs ont été distribués voilà, c'est ça que j'avais lors dans de le sac. cette édition. C'est un record absolu. Hein. En même temps, c'était à Rio. C'est aussi, voilà, c'est tout l'imaginaire. C'est aussi, vous avez déjà fait, Estelle, toi, je sais que tu as déjà participé à des marathons, des courses, des épreuves olympiques. Et donc, est-ce que c'est aussi animé que ça, les villages olympiques? Est-ce que tu peux nous aider sur cette Ah bah de toute façon sur il y ce a mythe. toujours effectivement en fin de saison, en fin de championnat, en fin d'épreuve, effectivement bah il y a toujours les soirées, etc. Donc effectivement c'est toujours animé, les soirées de clôture. Effectivement en plus tout est un peu free, open, tout est gratuit, même voilà l'alcool, etc. Donc c'est vrai que ça peut déraper facilement. Là il y a toutes les délégations, Mais enfin là, cette tous les année, sports pour confondus. revenir à cette année, ça va être un vrai Mais par problème contre, parce que cette c'est fini, année à Tokyo, ce sera pas la même. Hein. Il n'y c'est- aura pas de boîte de préservatifs Ouais. dans les welcome bags. Il y aura que des gels à hydroalcooliques part et des des gants. tests PCR, c'est la seule chose Il y aura qu'ils vont des tests faire. PCR et Faut des qu'ils se masques. rassurent, hein. Ah, ça va être, se rien passer ça va là-bas. être sympa. Ah là là, vraiment, c'est sexe, drogue et fast-food, les Jeux Olympiques. Comment créer des vocations olympiques? Voilà. Ouais, je comprends. Il y a mieux. donner de la Jeune. motivation. Question numéro 3. Le tir au pigeon était une discipline olympique. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bah, c'est le ball trap, le tir au pigeon. Pigeon avec des Ah, vrais bah, pigeons, avec je le des vrais précise, avec des vrais pigeons. Hein. Bah, Et peut-être. Est-ce que c'est vrai? avant. Dans les Jeux Olympiques modernes, hein, je précise. Non, c'est faux. C'est faux? Non, je pense pas. hein. Faux. Faux? 3 faux? Hmm. Eh bien non, c'est vrai. Lors des Jeux Olympiques de Paris, le tir au pigeon, et on parle bien de pigeons 1904. réels, 1924. était parmi les épreuves phares. Et c'est d'ailleurs le Belge Léon Landoum qui remporte l'or. Il a quand même abattu 21 petits oiseaux. Heureusement, c'est une époque d'entretemps, mais c'est vrai. Donc pas de points pour ces participants-là. Question numéro 4. Avant sa carrière à Hollywood, l'acteur Paul Newman a participé aux Jeux Olympiques d'été de 1956, organisés à Melbourne, sur la discipline du tir, lui aussi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Fred? Vrai. C'est vrai. Moi, je dis faux. Faux. Oui, je pense que c'est vrai. Eh bien, c'est Johan qui remporte. C'est tout à fait faux. Il n'a pas du tout participé. Question numéro 5. Les JO d'été de 2032 auront lieu au Qatar. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Faux aussi. Ouais, c'est faux. hein. C'est faux. Eh bien, c'est faux. Pourtant, le Qatar fait vraiment pression sur le CIO. Ils ont tenté énormément de faire du charme, mais voilà, ils sont pas trop chauds au CIO. Ils osent pas forcément. Peut-être qu'il y a eu quelques scandales aussi qui sont passés par là, parce que apparemment ça devait être le cas. Puis ils sont un peu revenus sur ça. C'est l'Australie qui est. C'est Oui, pas c'est encore choisi, mais c'est l'Australie qui est prétendue comme favori. Donc, écoutez, vous gagnez tous un point. Question numéro 6. Lors d'une édition des Jeux Olympiques, la même chaîne de fast-food a lancé une opération marketing avec une règle très simple à destination du public américain. Dès qu'un Américain remporte une médaille de bronze, eh bien, allez, on offre un soda. Dès que c'est l'argent, on offre les frites à tous les clients des États-Unis en entier. Et dès que c'est une médaille d'or, c'est un Big Mac pour tout le monde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Ouais, pareil, faux. Ouais, faux. Franchement, Faux? Mm. Eh ben non, c'est vrai. C'est une opération qui a eu lieu lors des Jeux Olympiques de 1995 à Los Angeles. Mais ça n'a pas été une opération très intéressante pour la marque américaine, Ah non, puisque c'est là. il y a eu le boycott de l'URSS. Et donc, les États-Unis ont largement dominé, Ouais, 174 médailles, donc 83 en or. Ça a coûté des millions et des millions Ah de ouais. dollars. Le directeur marketing a été licencié sur le champ. Donc voilà, mais je crois que ça finit toujours mal. À chaque fois que les marques font des opérations comme ça finit toujours mal. Eh bien, c'est un match ex-aequo, je crois. Vous avez 3 à chaque fois bonnes gagnants. Donc, petite question pour délimiter. Petite question bonus.
Le record de médailles obtenues par un seul athlète est de 38. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Toute compétition, enfin tout Olympien confondu auquel il a participé, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? JODT. JODT, ouais. Ah, Ouais, moi je dirais vrai et je dirais même que c'est le nageur c'est américain. Michael Phelps, Non, moi je Michael pense Phelps, aussi. ouais. 38. Mais je suis pas sûre qu'il en ait 38. Ouais, ça fait mais beaucoup, il y a une année où il en a récupéré déjà 8 d'un coup. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi je dis faux pour faire gagner mon Faux. auditeur. La veine. Fred, tu dis vrai? Ouais, je dis Il faut vrai. du- Moi je mais- dirais vrai aussi. Ouais. Voilà. Comme Eh ça. bien, c'est faux. C'est bien le nageur Michael Phelps, mais il a gagné Ah, c'est- seulement 28 et Voilà, non c'est 28, 38. C'était un peu Phelps, plus dur. ok. Ouais. J'ai piégé, voilà, et c'est lui qui est le record. Donc écoutez, eh ben, on va tirer au sort sur ces deux-là. Hop, une main innocente. Touk, 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 touk. Je regarde pas. Et c'est Popolor qui gagne 50 € de bon d'achat. Félicitations à toi. C'est Stella qui t'a fait gagner. Donc tu pourras la remercier et lui faire un petit message sur Instagram. Et ben merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. On va passer maintenant à la rubrique actualité. Je vous souhaite une très bonne route et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. L'Iron Café, rubrique actualité. Ce mois-ci, on vous réserve une petite sélection Jeux Olympiques oblige d'une célèbre marque américaine éditée exprès pour les championnats d'été sur les grands championnats. Il s'agit de la marque Nike et on accueille pour nous parler de tout ça Emmanuel du site One Iron. Emmanuel, merci de t'être déplacé parmi nous. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, salut Guillaume, salut Fred. Je suis très content de parler Jeux Olympiques avec vous parce que je trouve ça un sujet passionnant. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la marque à la virgule. Pourquoi avoir choisi cette marque-là, que nous, on affectionne particulièrement? On a une petite histoire avec cette marque-là, mais c'est l'un des premiers équipementiers avec qui on a travaillé au sein de Dans la tête d'un coureur. Donc, je vais être assez attentif. Et puis, j'ai adoré, moi, le livre L'art de la victoire du créateur. De Phil Knight. De Phil Knight, on en avait parlé d'ailleurs. Donc, moi, je suis assez curieux de savoir ce que tu vas me dire aujourd'hui. Eh ben, effectivement, le 23 juillet prochain, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais il y aura un événement assez important dans la communauté des sneakers et des historiens de la basket, puisqu'il va y avoir une vente aux enchères d'un modèle très spécifique, puisque c'est un des premiers modèles qui ne s'appelait pas Nike à l'époque, mais qui avait été créé par Bill Bowerman, qui est un des cofondateurs de Nike avec Phil Knight. L'entraîneur, je crois, de Phil Knight. C'était l'entraîneur, puisqu'ils étaient deux fondateurs, donc Phil Knight et Bill Bowerman. Et Bill Bowerman était l'entraîneur de l'université dans l'Oregon, et puis Phil Knight était étudiant en comptabilité. Et donc, à l'époque, c'était deux férus d'athlétisme. On voit, c'est vrai qu'on a l'image de Nike qui est une marque très généraliste sur le sport, mais très lifestyle, ouais. Voilà, très lifestyle souvent. Et finalement, non, Nike, c'est vraiment l'innovation, c'est les athlètes et c'est la course à pied. C'est vraiment l'ADN de Nike. Donc, il y a cette fameuse paire qui a été faite pour le sprinter canadien Harry Jérôme, qui a quand même fait, donc, en 1964, Jeux Olympiques de 1964, c'était où déjà? Ah. Oh, le piège. Oh là là, voilà, il fallait le mettre dans le quiz, ça. 64. Je vais être obligé. Rome, ouais. Non, mais c'était Tokyo déjà. Tokyo, oui. Ah, Mais ils n'avaient pas été annulés, il n'y avait pas eu ou c'est l'URSS qui avait été boycotté? Non, c'était en 1980, effectivement, les Jeux de Moscou, où certains athlètes avaient boycotté. Ouais. Donc Harry Jérôme finira 3e du 100 mètres et 4e du 200 mètres avec cette fameuse paire qui avait été un petit peu bricolée par Bill Bowerman. Donc cette fameuse paire va être mise en vente aux enchères le 23 juillet. Et c'est une paire qui est estimée entre 800 000 et 1,2 million de dollars. Donc ça fait entre 600 000 et 1 million d'euros de valeur. Quoi. Super. Impressionnant. Voilà, donc pour la petite histoire, donc Bill Bowerman et Phil Knight se sont rencontrés aux entraînements d'athlétisme que Bill Bowerman faisait dans l'Oregon à l'université. Et ils créent en 1962 Blue Ribbon Sport, qui, au départ, en fait, importe des chaussures japonaises. Des Tiger, je crois. Voilà, des Tiger, une autre marque japonaise. Ça s'est pas très bien fini, d'ailleurs, je crois, le partenariat, et ils ont un peu créé leurs concurrents à leurs dépens. Tout à fait. Et en fait, à l'époque, il y avait deux marques allemandes très connues aussi qui ont
créé le marketing sportif, puisque Adidas et Puma ont créé le sponsoring des athlètes. Elles donnaient notamment à travers la guerre qu'il y a eu entre les deux frères, qui sont un peu battus. Les deux frères Dassler. Et donc à l'époque, c'était pour rendre plus accessibles les chaussures, parce que les chaussures coûtaient quand même, les chaussures allemandes qui étaient importées aux États-Unis coûtaient $9. Et donc ils ont réussi, en important des modèles japonais, à faire descendre le prix des chaussures à $7. Quand on voit le prix de nos chachures, il y a l'inflation et tout ça, mais c'est vrai que se payer une paire de chaussures à $7, ça a bien changé. Après, il faudrait le faire en dollars constants, parce que savoir ce que $7 de l'époque mais ça peut représenter. Mais ça c'est quand même moins cher que maintenant, c'est la folie un peu quand même les prix. Et d'ailleurs, une petite anecdote que j'ai lue dans le fameux livre L'Art de la Victoire, c'est que Bill Bowerman a mis en place les fameuses semelles gaufrées, et en fait il se servait de son gaufrier à la maison. De sa femme, le gaufrier de sa femme qui n'était pas super contente entre guillemets qu'il le bousille avec ses expérimentations de sport. Et finalement c'est assez savoureux de se dire que Blue Ribbon Sport à l'origine était en fait un importateur de chaussures, et c'est entre guillemets parce qu'ils se sont, je le dis avec mes mots, fait doubler par la marque qu'ils importaient aux États-Unis, qui se sont dit on va se faire avoir, il faut qu'on crée nous-mêmes notre marque. Ils ont créé Nike, et ça en est là. C'est aussi le refus d'abandonner, c'est aussi l'abnégation, c'est aussi des valeurs sportives, et voilà, ils se sont dit non, on va contre-attaquer quoi. Et c'est vrai que, en tout cas, je recommande à tous nos auditeurs et auditrices de lire ce livre-là. Si on s'intéresse un peu au monde du sport, alors c'est plus du marketing sportif, mais en tout cas au monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle histoire d'abnégation et de persévérance. Phil Knight a quand même travaillé 10 ans, je crois, chez KPMG, donc il était comptable, en même temps que qu'il a créé son entreprise, qui lui demandait énormément de temps. Honnêtement, pour avoir pendant quelques mois aussi avoir une double activité, c'est des charges de travail considérables. 10 ans, je sais pas comment il a fait. C'est assez dingue, surtout chez KPMG, quand même, qui était quand même pas une petite boîte de comptabilité. Oui, donc Nike, ils ont créé en 1971, et pour ceux qui ne savent pas, Nike, c'est la déesse de la victoire en grec. Exactement. Et il détestait ce nom-là, d'ailleurs, je crois, le fondateur. Il avait horreur de ce nom-là, il trouvait ça ridicule, mais il faisait confiance à ses équipes, donc il s'est dit pourquoi pas. Puis il avait rien de mieux, je crois, à proposer. Tu nous as sélectionné quelques modèles, je crois. Ce qui va être, vous avez parlé des athlètes. Moi, en tant que spécialiste produit, ce que j'aimerais bien, je vais regarder qui gagne le marathon, mais quelles chaussures gagnent le marathon. Alors moi, je vous ai amené le favori, je la mets là ? Ouais, là, ici, comme ça. La favorite. Tu peux nous la décrire pour celles et ceux qui nous. Alors, je décris. Donc, c'est ce que j'ai. Alors, c'est la Nike Alpha Fly. Donc, c'est la plus légère. C'est celle qui a été basée sur le record de Kipchoge quand il a fait moins de 2 heures à Vienne. C'est pas exactement la même parce que la sienne n'était pas homologuée, puisque une des règles, le World Athletics a émis des règles pour l'utilisation des chaussures. On n'a plus le droit, l'une des principales règles, c'est qu'on n'a plus le droit d'utiliser des prototypes sur les compétitions officielles, puisque effectivement, on pourrait penser que sur les prototypes, il y a des matières qui font que... voilà. Donc la règle numéro 1, c'est l'interdiction des prototypes, et donc du coup, de fait, l'obligation de produire à grande échelle des produits pour le grand public. Alors effectivement, pour le grand public, là, on est quand même sur des modèles très spécifiques. Donc il y a une mousse, la mousse Zoomix, c'est une mousse qui est très tendre et très réactive. La fameuse. Voilà. Il y a la fameuse plaque de carbone qui est sur l'intégralité de la chaussure. On la voit très bien derrière, en dessous. Et il y a les fameuses les bulles d'air Zoom ultra classiques qui, par contre, pour une fois, sont placées sous le médio-pied. Donc on a vraiment, ce qui est intéressant, c'est que les bulles d'air Zoom qui historiquement étaient plutôt sur le talon, là elles se transfèrent sur le médio-pied. Donc, quand tu vois le design de la chaussure, tu te dis qu'il y a 5 ans, une chaussure comme ça, c'était même pas possible. On a vraiment passé on a changé de monde dans le design de la chaussure. On est très loin de la mode du minimalisme et tout. Là, on a l'impression que c'est des chaussures un peu... de festif quoi. C'est la conquête de l'espace. Ouais, c'est la conquête de l'espace. Thomas Pesquet pourrait les... Après, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un design qui est assez révolutionnaire. Alors donc il y a un mesh qui est ultra solide et très transparent. Ils ont vraiment fait tout sur le mesh pour vraiment diminuer le poids. Et donc, alors, elle pèse combien en taille standard et son prix ? J'ai oublié de la peser. Ah bon, c'est pas. On mettra sur le site internet. Ouais. Et puis donc il y a un lacet qui est un peu rugueux, très léger et rugueux, et ça sert vachement bien. Et sur la partie languette, en fait, il y a une partie du mesh qui est légèrement extensible.
ça permet de la passer assez facilement parce que ça fit vraiment le pied. Bon, c'est vraiment le modèle aujourd'hui qui fait succès. Moi, de toute façon, je suis sûr que c'est un modèle à plaque de carbone qui va gagner le marathon. Oui, mais de toute façon, il n'y aura que des modèles à plaque de carbone dans le marathon, donc tu prends pas beaucoup de risques. Parce que tous les équipementiers n'ont pas forcément leur modèle, les plus grands, bien sûr. Donc, oui, je prends pas beaucoup de risques. Quoi. La deuxième paire que tu nous as sélectionnée. La deuxième paire que j'ai sélectionnée, je sais qu'il y a des amateurs ici. C'est la Pegasus, je la reconnais. Voilà, vous avez vu, on dérive les couleurs et la forme. Et c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Alors, c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais alors ça, c'est extrêmement cher et tout ça. Alors, j'ai envie de dire, le prix, oui. Effectivement, le prix, c'est très subjectif. Je veux dire, il y a des gens qui ont les moyens d'acheter. On a combien là sur la première chaussure ? 300 €. On est loin des $7, effectivement. C'est des séries assez limitées. Donc, en plus, il y a des collectionneurs qui se les arrachent, qui vont jamais courir avec. Donc, c'est des modèles qui sont quand même pas super faciles à avoir. À trouver, ouais. Et donc, la dérivée, encore plus grand public de ce modèle, hein, vous voyez quand même qu'on retrouve certaines On retrouve un peu le design, ouais. On retrouve du design, surtout sur la semelle. Et donc, c'est la fameuse Pegasus. Hein, je sais que Guillaume... Une chaussure que je connais bien, ouais. Et c'est laquelle modèle celle-là ? Donc ça, c'est la Pegasus 38. Et donc, c'est les couleurs Rodacious. Ah, c'est la chaussure un peu polyvalente. Alors moi, blanche, je le déconseille, clairement, parce que là, le modèle que nous présente sur Twitch, Emmanuel, c'est une chaussure blanche. C'est très joli, mais c'est un peu salissant. Moi qui suis très maniaque, je pense que je deviendrai fou avec ça. Alors, je choisis plutôt des couleurs un peu sombres. Mais elle est très, très belle, en tout cas. Elle est magnifique. Voilà, ou sinon donc, sur route, on peut courir avec. C'est très bien. Et donc moi, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, il y a le modèle qui est très cher, mais pour moi, le modèle très cher finance l'avenir du modèle. Voilà, je pense que dans quelques années, on aura sûrement beaucoup plus de chaussures à plaque de carbone. Ça va se. D'ailleurs, lorsqu'on avait eu un sujet dans un Iron Café sur cette question-là. Il semblerait que les équipementiers réfléchissent déjà à utiliser de la fibre de verre qui est moins chère que le carbone et qui aurait des capacités de rigidification de la semelle tout aussi efficaces. Avec la possibilité pour chaque coureur de pouvoir personnaliser et ajuster la densité de la mèche. On peut déjà choisir, notamment sur le site de Nike, personnaliser sa chaussure. C'est quelque chose de possible, mais au niveau design, on pourra personnaliser aussi la densité de la mousse, ce genre de choses. Donc les prix risquent de s'envoler, mais après tout, les vélos de compétition coûtent très cher. Là, on va passer encore un cap un peu supplémentaire. Il y a une fameuse pointe, chaussure pointe sur les pistes qui est très attendue aussi. Je crois que c'est la Dragonfly. La Dragonfly. Donc en fait, la gamme qui sera pour les jeux là, donc il y aura la Dragonfly qui sera vraiment le modèle piste. Il y a le modèle donc Alphafly qui sera vraiment plus pour le marathon. Et puis après, il y a les modèles Tempo et Vaporfly. La Vaporfly, c'est la première plaque de carbone chez Nike. Donc là, c'est la version 2. Et donc ces 5 modèles-là, voilà, ont à peu près le même design de couleur avec chacune ses spécificités techniques. L'élément commun, c'est la performance. On est vraiment sur des chaussures où là, c'est les modèles qui sont utilisés. C'est les modèles qui sont utilisés par les athlètes qui sont partenaires de la marque. Bon, bah écoute. Donc voilà, moi honnêtement, moi je suis pas un coureur. J'ai toujours pensé, j'ai toujours été perplexe sur la plaque de carbone parce que je pensais vraiment pas que ça. Moi, je suis un coureur moyen, je l'ai toujours dit. Donc, je trouvais ça. Bon, moi, je me disais, c'est effectivement Kipchoge, ceux qui courent 3 minutes au 1000, voilà. Et puis, au marathon de New York en 2019, quand on s'était rencontrés la première fois. Il a fait 2h30. Et j'étais dans mon sas de coureur moyen, et puis je voyais tous les Américains qui avaient la Vaporfly et tout ça. Je me disais, mais quand même quel est l'intérêt ? Et alors moi, effectivement, j'ai l'impression que le gain n'est pas que pour les élites, quoi. Moi, je vois bien qu'à allure constante, j'ai le cardio qui est un peu plus bas avec ce modèle-là. Et puis, j'arrive à avoir des meilleures allures. Alors, effectivement, Fred, il va me dire, oui, mais il y a le placebo quand tu as des belles choses. Mais c'est intéressant parce que... Mais je mets pas totalement de côté le côté technique. Mais je dis seulement que c'est surtout pour certaines perfs, on l'explique un peu trop facilement avec les chaussures. Je trouve. Voilà, c'est ça en fait. On est d'accord que l'entraînement fait tout, hein. On fait pas que l'entraînement pour certains, pas que l'entraînement apparemment. Non, mais c'est des technologies qui ont révolutionné de toute façon la chaussure de compétition. C'est des technologies qui permettent surtout aux athlètes en tout cas, et ça c'est indéniable. Moi-même, je l'ai testé sur mon entraînement pour le marathon de Paris.
on peut quand même faire un peu plus de volume grâce à ces chaussures-là, notamment les fameuses sorties allure marathon. Quand vous les faites avec ces chaussures-là, le lendemain, vous êtes quand même préservé musculairement. Donc il y a un avant et il y a un après. Quand vous avez testé ces chaussures-là, vous revenez plus du tout. Il y avait la Strike chez Nike, mais il y avait aussi d'autres modèles. Vous repassez plus à ça, quoi. Quand une fois que c'est goûté, c'est essayer, c'est un petit peu l'adopter. Que ce soit toutes ces chaussures-là, on a passé quand même un nouvel ère, quoi. Donc c'est plutôt bien parce que ça préserve les athlètes et ça permet de pouvoir bien s'exprimer. Donc c'est une chose positive. Après, est-ce que c'est 10, 15 secondes et tout le débat qu'on peut avoir autour? Je pense que c'est très personnel en fonction de chacun. C'est ce que disent les études. Et puis on a fait un épisode de l'Iron Café justement où on en parle. N'hésitez pas à aller l'écouter si cette question-là vous intéresse. Et puis à l'essayer. Et puis c'est à vous de voir si vous vous sentez mieux. En tout cas, toi, c'est un coup de cœur. Moi, je suis bluffé, quoi. Et puis effectivement, il y a toujours le prix, mais je dis aux gens, effectivement, on finance la recherche quelque part. Et puis ils ont besoin de nous. Non, mais que ceux qui ont les moyens, ils le fassent, qu'ils se fassent plaisir. Hein. De toute façon, c'est un loisir plaisir. C'est un achat d'utilité. Si tu écoutes Manu. Mais en fait, c'est pas tant le prix absolu. Moi, je trouve ce qui pose question. C'est le prix mis en rapport avec la durabilité de la chaussure, parce que ces chaussures sont annoncées pour 250-300 km, chose qu'on va très vite atteindre. Certains plus vite que d'autres, mais qu'on peut rapidement atteindre quand on s'entraîne un peu régulièrement, notamment sur des prépas marathons. En fait, c'est plus ça. Si on te vend une chaussure, moi c'est mon avis, ce n'est que mon avis, à 300 €, mais qui va te faire 1000 ou 1500 bornes et que tu sais que sur ta saison, tu vas pouvoir utiliser toute ta saison. Mais ça, c'est toutes les chaussures de compétition, Fred. C'était déjà très fragile. Voilà. C'est pas seulement. Mais il y a quand même un effort qui est fait. 150 €, tu vois. Donc c'est ça un peu la mais il y a un effort quand même qui est fait depuis quelques années. Les équipementiers, justement, qui ont bien conscience de. Et je pense que c'est. Je veux dire, il faut être aussi pragmatique. C'est dans 3-4 ans, les consommateurs n'accepteront plus, vont avoir en tout cas une exigence en matière d'achat beaucoup plus responsable. En tout cas, la cible que visent les grands équipementiers est très sensible à ça. Et donc, aujourd'hui, la recherche, notamment que tu parlais, elle est beaucoup mise sur l'accent sur la durabilité. Et ça va être un enjeu très important chez les équipementiers, ça c'est évident. Donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ça va dans le bon sens et on espère que ça va encore s'accentuer. Merci infiniment, Manu. Et puis on te donne rendez-vous maintenant à la saison suivante. À la saison suivante, tu vas pouvoir partir en vacances. C'est un plaisir de t'avoir. Surtout que maintenant on peut profiter de ta personne. Donc attends, on demande que ça. Voilà, j'ai fait le vaccin rien que pour vous. Bon c'est super. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui nous ont suivis sur Twitch. Félicitations encore à Popolor pour ton gain. Merci à Estelle d'avoir joué pour toi. On vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour l'un des derniers, je crois, épisodes de la saison 3. Je me sens que ce sera un FAQ. Bonne semaine et à très vite. Au revoir messieurs. Bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.